On ne raconte pas la vie d'Ansaldi. C'est toujours une entreprise périlleuse que de parler de lui. Il est des personnages prestigieux auxquels les biographes ne peuvent s'attaquer sans une crainte respectueuse, tant leur personnalité surpasse la puissance des mots qui voudraient les glorifier. En l'an 1870, Sa Majesté le roi Victor Emmanuel II décida d'anoblir le ferronnier d'art André de Ansaldi, dit le serrurier du roi, fournisseur personnel de Sa Majesté, et lui conféra à titre exceptionnel, afin de lui témoigner son admiration et sa reconnaissance, la dignité de prince. Ce titre, transmissible à toute descendance directe, a été reconnu par nous, Instituto Histórico Heráldico Genealógico, authentifié par l'Instituto Heráldico de Estudios Histórico Genealógicos de Barcelona, la Comisión de Estudios Heráldicos de Buenos Aires, la Sociedad Heráldica y Genealógica Boliviana de la Paz, l'Académie historique héraldique d'Athènes, certifié par la Biblioteca Partenopea di Napoli et confirmé par de nombreux ordres de chevalerie de diverses nations. Il appartient présentement au petit-fils du premier titulaire, l'écrivain français Louis-Eugène Alexandre, prince de Ansaldi, né à Nice le 6 avril 1908, actuellement unique descendant mâle de son Altesse Sérénissime, le prince Benoît de Ansaldi, décédé. Sa culture a quelque chose d'universel, et des gens illustres lui accordent plus de marques de respect qu'à un homme d'État. De loin, de grands personnages dans l'embarras sont venus le voir dans son minuscule 6e de la rue Lafayette, se sont assis simplement sur son divan, afin de le consulter, de lui demander conseil sur toute chose, car son goût est sûr et son jugement est sain. Un peu comme sous d'autres cieux, on vient voir un mage indien pour lui demander l'enseignement de la sagesse et retrouver l'espérance. Et ces grands personnages, dont il a été le conseiller, le confident, l'éminence grise, l'ont écouté comme autrefois on écoutait les sages de la Grèce antique. Pour se débarrasser tout de suite et définitivement des deux grands soucis qui préoccupent au plus haut point l'écrivain moderne, il a pris dès l'origine la raisonnable et courageuse décision de ne jamais solliciter la Légion d'honneur ni son entrée à l'Académie française. Il ne se doutait évidemment pas à l'époque qu'il aurait un jour mieux qu'un fauteuil, que ses admirateurs et disciples lui feraient l'honneur, unique dans l'histoire des lettres pour un auteur vivant, de fonder une académie portant son nom. Eh bien, ça s'est trouvé comme ça. Des gens ont jugé à propos de donner mon nom à une cuvée de champagne, comme une cuvée de Porto, une cuvée d'Armagnac. Moi, je n'étais pas tellement d'accord au départ, mais enfin, dans le fond, ça ne me dérange pas. Alors, j'ai accepté, j'ai donné mon autorisation. Oh, diplôme, depuis mon premier diplôme de sauvetage que j'ai eu alors que j'étais encore presque un enfant. Alors, vous savez, comme l'argent attire l'argent, ben, les honneurs attirent les honneurs. Ça s'est accumulé, ça s'est accumulé. Au début, ça m'amusait un petit peu, maintenant, je commence à m'y habituer, ça me laisse froid. Hein. Ça, c'est l'ordre de la croix de sang. On me l'a donné en tant que donneur de sang. Là aussi, j'en ai un petit peu dans tous les pays. Là, nous en avons un qui vient d'Italie, Venezia. Là, c'est International Academy. Là, je suis docteur en philosophie honoris causa. Je suis dans plusieurs pays, d'ailleurs. Ça.
là, je suis docteur en sciences, l'Institut technique industriel de Rio de Janeiro aussi, même que l'autre. D'où ça vient déjà celui-là? Docteur off littérature, enfin, c'est d'avenir d'Angleterre. Harford, je crois. Ça, c'est la faculté des sciences et lettres de Rio de Janeiro, où je suis professeur honoraire. Oui. Celui-là, il est un peu spécial. Je le dois un petit peu à papa. C'est l'Institut Marconi en Italie, car papa, un pionnier de la TSF, comme on disait alors, a été le premier à recevoir en France les messages radio émis d'Italie par Marconi. Ils étaient donc des amis et ça a été l'un des grands hommes que j'ai connus dans ma prime jeunesse. Il est venu à la maison, lui, Metterling et tant d'autres. Et de ce fait, l'Institut Marconi m'a décerné ce diplôme d'honneur en souvenir de papa. Oh, il n'y en a que quelques-uns ici, j'en ai un certain nombre. Quelqu'un a dit que j'aurais de quoi tapisser le grand écran du cinéma Le Rex à Paris. C'est peut-être possible. Il y en a quelques-uns ici, il y en a ailleurs, il y en a un petit peu partout. Ça figurera plus tard au musée Ansaldi, puisque le musée Ansaldi il y aura. Au début de ses fameux apprentissages, il a naturellement été apprenti. Apprenti électricien, apprenti photographe, apprenti vendeur, apprenti mécanicien. Il a gardé les vaches dans la vallée du Var et vendu des cacahuètes sur les plages de Juan-les-Pins. Il a été mousse sur un cargo éthiopien et ouvreur de portière à l'entrée du casino de Monte-Carlo. Chauffeur de camion et chef de claque dans un grand music-hall de province. Garçon de course à l'American Express et manœuvre à l'Arsenal de Toulon. Manutentionnaire aux Galeries Lafayette et chasseur d'hôtels sur la Côte d'Azur. Acteur de tournées minables et voyageur de commerce. Ouvrier carnavalier à Nice et chanteur des rues à Marseille. Modèle dans une académie de peinture et ramasseur de cajots aux Halles de Paris. Cireur de chaussures à Gibraltar, partenaire d'un prestidigitateur espagnol. Détective privé et chansonnier à Montmartre. Parachutiste d'essai et dessinateur humoristique. Gentleman farmer dans le Cher. Actionnaire d'une compagnie de chemin de fer. Batteur de jazz dans un orchestre au Maroc, cireur de chaussures à San Remo et ingénieur civil de l'aéronautique, animateur d'un cabaret à Tanger, figurant de cinéma à Kyoto, scénariste nègre à Hollywood, recteur d'université libre, critique d'un quotidien luxembourgeois et d'une revue belge, conseiller technique de l'Institut scientifique industriel de Rio de Janeiro, directeur du théâtre aux armées, soldat de l'armée du salut, champion de boxe militaire, ingénieur conseil et fut consul honoraire d'une république d'Amérique du Sud. Ah, les assiettes, c'est l'assiette avec des maximes dedans. Oui. Oui. La vanité et l'orgueil des médiocres. Une fois que j'ai un tableau que je juge à peu près vendable, j'en faisais deux. Alors, celui-ci a été vendu à la salle des ventes de Toulouse, 6 millions. Vous voyez, il écrit là quelques reproductions de plaques de rues, avenues, boulevards, quais, squares, faubourgs, parcs, routes, ponts, places portant le nom d'Ansaldi dans les pays francophones, aux USA, au Portugal, à Nurs, en Hollande, au Canada, en Allemagne, en Italie, et encore, on en a oublié peut-être des meilleurs. En Amérique, vous voyez, il y a des streets. En Allemagne, il y a des Ansaldi-Strasse. Il y en a en Italie, il y a un pont Ansaldi Alessandro. Et
il y a des Ansaldi Park, je sais qu'il y en a au Canada, avec un K, Park. Il y a Piazza Alessandro Ansaldi. Il y a un port en Espagne, Porto Ansaldi. Et il y en a même en Russie. Voilà, vous en avez quelques-uns ici. Tous ne sont pas là, d'ailleurs. Allez, Ansaldi. Puis alors, il y a celle qui se trouve à Vasarac, où j'habite. Ça, c'est en Italie. Il y a Principe Ansaldi. Ça, c'est en Hollande. Route Ansaldi, ailleurs qu'ici. À Venise. Je ne m'appelle plus où c'est. Jardin Ansaldi, écrivain. Parc Ansaldi, poète et philosophe. De plus, il existe au Canada un lac qui porte mon nom, de même qu'en Turquie. Et parmi les 6000 petites îles du Pacifique, l'une d'elles est une île Ansaldi. Il a été bien surpris quand nous lui avons appris que de nombreuses bibliothèques françaises et étrangères conservaient précieusement des manuscrits autographes ou des lettres de lui, comme la Bibliothèque nationale de Paris, la Bibliothèque nationale de Luxembourg, la Bibliothèque royale de Bruxelles, la Bibliothèque du Vatican, la Bibliothèque de Monaco, les bibliothèques municipales de Bordeaux, Marseille, Versailles, Nice, Tunis, Oran, etc. De nombreux écrits et vieilles lettres se trouvent également dans des collections privées. Nous disons vieilles lettres car Ansaldi ne s'occupe plus lui-même de son courrier depuis plusieurs années. Afin qu'on ne l'importune pas, il s'est même arrangé pour que son nom ne figure dans aucun annuaire, aucun dictionnaire de contemporain. Il n'est même pas dans le Botamonda. Alors là, c'est plutôt l'homme de science, l'ingénieur qui est représenté par des plans, des photographies. Ça date des années 30. Alors nous avons des photographies d'avions, si je puis dire, le mot est gros, des aviettes à moteur humain. J'ai fait plusieurs prototypes que j'ai essayés moi-même, avec des succès très divers d'ailleurs. Et puis en dessous, alors nous avons quelque chose de plus sophistiqué, des avions plus modernes, des avions à moteur, alors, fini de rêver. Alors j'ai fait un mariage entre le bateau et l'avion. C'est-à-dire qu'une fois à l'eau, les ailes de l'avion se replient. Et ça navigue alors pour entrer au port comme un bateau ordinaire. Par contre, sitôt, quand on veut décoller, alors on sort du port et on déploie les ailes et on décolle comme un hydravion. Et puis alors j'ai fait un mariage encore de deux techniques très différentes, c'est-à-dire un demi-ballon et une carlingue d'avion en dessous, ce qui fait qu'on peut atterrir et décoller dans un espace très restreint, étant donné qu'on n'atterrit pas comme un avion, on peut descendre comme un ballon. Puis le planeur à droite, qui n'est pas un planeur, c'est un véritable avion à voile. C'est-à-dire que les moteurs sont remplacés par des petites surfaces qui permettent, avec le vent de dos ou sur le côté, d'avancer. Un petit peu comme les bateaux à voile sont vraiment des bateaux à voile, tandis que les planeurs ne sont que des planeurs, ce ne sont pas des avions à voile. Puis alors, à gauche, nous avons le parachute de sécurité, c'est-à-dire à plusieurs voilures. Car dans le parachute, la grande question qu'on se pose toujours, enfin plus tellement aujourd'hui, mais enfin il fut un temps où on se posait toujours la question, en sautant en parachute, s'ouvrira pas. Alors là, dans ce cas-là, bien sûr, si une voilure ne s'ouvre pas, même deux, ce n'est pas bien dramatique. On descend un petit peu plus vite, mais on ne descend pas comme un fer à repasser. D'ailleurs, j'aurais pu continuer les travaux, mais en haut lieu, on ne m'a pas aidé. J'ai proposé mes travaux au ministère de l'Air. On m'a royalement donné une médaille de bronze. Alors, ça m'a un petit peu découragé et j'ai laissé tomber. Je me suis dirigé vers autre chose. Là, il y a ce que je pourrais appeler ma première invention, c'est-à-dire un avertiflotte. C'est une pince à linge avec un sucre entre les deux pincées
est relié par un fil électrique. Alors, quand évidemment il y a de l'humidité dans une cave par exemple, eh bien, le sucre fond, les deux contacts se touchent et ça allume une lampe ou ça fait sonner une sonnerie. Un landau, si on veut, c'est pour aller faire les courses, si on veut, et ça permet de descendre et de monter les escaliers sans effort. Partisan de l'automatisme en automobile, ça c'est encore plus automatique que celle que nous connaissons. Il n'y a pas d'accélérateur, il n'y a pas de frein. Le volant avance et recule. Alors, en poussant le volant, on freine. En le tirant à soi, on accélère. Ça simplifie au maximum la conduite d'une voiture. Et ça a été déposé. Alors ça, ce sont des lunettes qui permettent de rouler la nuit sans être ébloui par les phares d'une voiture qui nous croise. Alors là, c'est la locomotive. Eh bien, mon idée était au lieu d'enfumer tous les wagons et tous les voyageurs, la fumée était canalisée jusqu'à l'arrière, de façon à ce que la fumée parte à la fin du train et non pas au début. Là, nous avons une canne d'aveugle avec une roulette à l'extrémité qui permet à un aveugle, au lieu de marcher en tâtonnant le sol, de laisser tout simplement rouler l'extrémité de sa canne. Je l'ai offert à l'association des aveugles civils et militaires. Alors là, ce sont pas des archives, mais ce sont de la lecture en retard. C'est de la lecture en retard. Des journaux, des revues, des magazines. Au-dessus de mon lit également. Il y en a tellement, ça fait du poids. Un de ces jours, une de ces prochaines nuits, ça va peut-être me dégringoler sur la cafetière. Enfin, on verra bien. Là, nous avons mes valises qui ont fait plusieurs fois le tour du monde. Des archives de ce côté, partout. Là, alors, c'est là que se trouve mon étoile, l'étoile qui porte mon nom. C'est assez rare qu'un écrivain ait donné son nom à une étoile. Il paraît que je suis le seul écrivain européen à avoir bénéficié de cet honneur. C'est peut-être vrai, j'en suis très heureux. Enfin, c'est une surprise qu'on a voulu me faire. On a dit que cela valait bien un prix Nobel, valait tous les prix Nobel du monde, on a écrit. C'est possible. Le système cosmogonique dans lequel se trouve la constellation de la zone équatoriale que l'on nomme le bras d'Orion, et qui englobe l'étoile qui porte aujourd'hui, et jusqu'à la fin des temps le nom illustre d'Ansaldi, est des plus anciens. Cette constellation se trouve également être l'une des plus lointaines. 20 milliards de kilomètres nous en séparent. La lumière qui nous arrive d'elle est partie voici un peu plus de 2 millions d'années. Elle se situe à 30 000 années-lumière du Soleil. Nous avons le plaisir de vous confirmer que les biographes d'Ansaldi sont dans le vrai. Il est parfaitement exact que le célèbre professeur et éminent astronome Ernest Esclangon, alors directeur de l'Observatoire de Paris, qui fut un grand admirateur d'Ansaldi, ait dit à celui-ci, en présence de leur ami commun Auguste Lumière et de quelques autres personnalités du monde scientifique, « Un jour, je donnerai votre nom à une étoile. » Il a tenu sa promesse, mais le fait n'avait pas encore été mentionné sur le grand livre d'or de l'International Star Registry. Naturellement, nous avons immédiatement entrepris de combler cette lacune, et le nom d'Ansaldi, dont votre honorable Académie perpétue le glorieux patronyme, figure dorénavant, officiellement et pour l'éternité, dans les archives centralisatrices du Planétarium universel de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis. Précisons qu'à ce jour, ce grand Français au génie mondialement reconnu se trouve être l'un des très rares personnages vivants à être honoré par cette grandissime et suprême distinction. Alors là, c'est un peu ce que l'on pourrait appeler l'embryon de ce que sera le musée Ansaldi, avec évidemment surtout des peintures que nous verrons en détail. Et puis alors là, nous avons alors l'architecte et l'urbaniste. Comme architecte, je n'ai pas fait beaucoup de plans de maison, mais enfin, connaissant bien la question théâtrale,
je me suis permis de faire un plan de théâtre idéal, dont la caractéristique est que j'ai supprimé un mur de la scène. Le plateau est beaucoup plus libre, plus ouvert vers le public. Il n'y a plus que 2 murs au lieu de 3. Et on voit très bien les acteurs de toutes les places. Ça, téléphone. Allô, j'écoute. Ah, non madame. Vous vous êtes trompé de numéro, et de beaucoup. Non. D'ailleurs, ici, nous n'avons pas de téléphone, madame. Je regrette. Il y a quelqu'un qui en a pour son argent. Bon. Alors, ici, nous avons 2 maquettes d'une ville moderne que j'ai imaginée. Aussi idéale que possible. Les maisons sont en forme pyramidale, ce qui fait qu'aucune maison ne fait de l'ombre à ses voisines. Les rues sont superposées, ce qui fait qu'on peut traverser la ville à n'importe quelle vitesse sans craindre de rencontrer une autre voiture en virage. Alors, autre détail, sur chacun de ces immeubles, il y a une piscine, et qui sert de piscine d'une part, mais qui a un double emploi, c'est-à-dire qu'en cas d'incendie, la réserve d'eau qui se trouve dans la piscine peut servir pour éteindre l'incendie. Il y a des vannes qui s'ouvrent, et c'est tout est dirigé vers le feu. Bon, revenons à l'artiste peintre. Il y a ici évidemment surtout des tableaux, mais ils ne sont évidemment pas tous accrochés à ces murs. Une partie se trouve dans des coffres à la Banque de France, car on ne pouvait pas tout mettre ici. Et puis il y en a dans 85 musées de 31 pays différents. Et ici, mon Dieu, il y en a quand même un certain nombre. D'ailleurs, dans les musées, ils ne sont pas plus à l'abri qu'ici, parce qu'on a constaté dans des musées des vols. On a constaté, à ma connaissance, il y en a un vol, et on a même constaté, ce qui est très amusant, c'est un fou en soldi. Ça, je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour. Bien entendu, tous ces tableautins, presque des miniatures, sont du format 10-10, ce que l'on appelle dans le métier le format en soldi. Alors, j'avais fait don de mon corps à la faculté de médecine. Et quand l'Académie Ansaldi a appris cela, il est intervenu auprès du professeur Bastide à la faculté de médecine de Toulouse pour qu'une partie de moi soit tout de même conservée par les archives de l'Académie en vue du musée Ansaldi. Alors le professeur Bastide, très gentiment, a dit que le bras droit, celui qui écrit, serait embaumé et mis sur socle et donné à l'Académie pour ce musée. C'est avant tout un grand humaniste, un sociologue avisé, un savant psychanalyste, un fin psychologue et un habile explorateur d'hommes qui s'est penché sur son microscope pour étudier l'âme et en connaître tous les ressorts.
Véritable alchimiste de l'âme humaine, qui a fait de l'esprit le métal le plus noble, il a étudié à fond les sentiments et les mobiles qui font agir l'espèce. Doué d'une extraordinaire connaissance des replis complexes du cœur humain, connaissance qui l'inclinerait plutôt à plaindre qu'à condamner, on peut dire que dans son œuvre l'homme est mis à nu, il est démystifié, il apparaît à l'occasion dépouillé de ses prestiges comme le lapin de sa peau. Le Corbusier disait de lui, il a écouté au cœur comme un valet de comédie écoute aux portes. Notre rêve aurait été de définir l'œuvre d'Ansaldi en une phrase. Mais si cette œuvre pouvait être définie en une seule phrase, Ansaldi eût écrit cette phrase, et elle eût constitué son œuvre. Les circonstances sont faites qu'il fut longtemps un auteur apprécié et connu seulement d'une élite de connaisseurs et réservé à la délectation de cette minorité. En fait, son dessein n'a jamais été de produire exclusivement pour ceux qu'une haute et profonde culture a préparé aux lectures austères des philosophes classiques. Tout jeune, il avait décidé de descendre la philosophie dans la rue, et il s'est appliqué à suivre cette voie en écrivant toujours de manière à être compris de tous. N'importe qui peut aborder ses maximes et saisir sans effort le cheminement de sa pensée. Lui, on le comprend, car contrairement à beaucoup de besogneux à prétentieux hautement philosophiques, il écrit en clair. Chez lui, pas d'artifice esthétique pompeux, pas de faux sublime, pas de grandiloquence, pas de périphrase pour éviter le mot qu'on ose écrire, pas de circonlocution inutile, pas d'amphigourique cacologie, pas de calinotade non plus, ni de tartufferie, de tartarinade, de pudibonderie, de puritanisme gratuit, de préjugés démodés, de rhétorique étudiée, pas de capucinade, pas de berquinade. Oui. Ce qui m'agace un petit peu après la publication des Maximes et Pensées, c'est que beaucoup de personnes n'ont vu en moi que le philosophe, l'auteur de ces Maximes et Pensées. Or, depuis une 50aine d'années, ce qui ne me rajeunit pas, j'ai fait des tas d'autres choses. J'ai écrit, pour ne parler que de l'écrivain, j'ai écrit des tas d'autres choses. Et c'est pourquoi mes amis s'occupent activement en ce moment à préparer la sortie de mon anthologie, qui, comme le nom l'indique, contiendra, si je puis dire, et j'ose, un échantillonnage de tout ce que j'ai pu écrire, tout ce que j'ai pu faire dans ma petite carrière, et à la fois d'écrivain, de peintre, etc. J'ai fait des tas de choses, vous le savez. Et alors, cette anthologie, on ne sait pas encore à quelle époque elle sortira, mais enfin, je crois que ce sera un livre assez important. Et moi-même, on m'a demandé de préparer une partie des textes, de sélectionner parmi tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu écrire, ce que je désire voir paraître, aussi bien en vers, en prose, en dialogue, et de même que quelques-uns de mes tableaux. Évidemment, j'aurais tort de me plaindre, et je ne me plains pas, car mon livre « Maximes et de pensée » a eu un certain succès, inespéré d'ailleurs. On a dû faire plusieurs retirages, et ça m'a classé comme philosophe. Mais justement, ce qui m'embête, c'est que beaucoup de gens croient que je ne suis que cela. Et malgré la critique qui a été parfaite, qui a été très gentille avec moi même, et le fait qu'on a bien voulu me classer parmi les 33 philosophes de haut niveau actuellement vivants dans le monde, ce que j'ignorais, eh bien, je voudrais quand même que l'on sache que j'ai fait aussi autre chose. Dieu doit certainement regretter d'avoir créé notre planète et se dire « quelle boulette !» Je préfère avoir la tête dans les nuages que les pieds dans la merde. Le plus bel amour est celui qui dure toute une vie.
La plus belle vie est celle qui dure tout un amour. S'il ne t'est pas donné de faire de grandes choses, tâche au moins de te faire grand dans les petites que tu fais. L'esprit de l'homme est comme le parachute, il n'est utile que lorsqu'il est ouvert. Eh bien, l'Académie Ansaldi, c'est l'ancêtre de l'Académie Ansaldi. C'est le cercle ansaldiste, fondé en 1933 par mes amis, et transformé en 1948 par le docteur Théophile Gautier, qui en était alors le secrétaire général, en académie. Alors, cette académie a été conçue comme une académie littéraire, artistique, scientifique et philanthropique, puisqu'elle a annexé l'œuvre nationale du théâtre à l'hôpital, qui fut ma fondation en 1930. Alors, cette académie comprend 6 membres, 60 membres d'honneur, 600 membres correspondants et des adhérents sympathisants en nombre illimité. Il y a quelques années, on avait recensé quelques 33 000 adhérents sympathisants dans le monde entier, car avec 600 membres correspondants répartis dans je ne sais combien de pays, on peut évidemment arriver à avoir un certain nombre d'adhérents. Je crois que c'est Francis Carco, mon ami Francis Carco, on était voisins de rue Lafayette, qui a dit il y a 3 académies à Paris, la grande avec 40 fauteuils, la moyenne avec 10 chaises et la petite avec 6 tabourets. La petite, naturellement, c'est l'Académie Ansaldi.